qui a passé une semaine de merde. Wow, ça fait du monde. Ça fait du monde. J'adore, j'ai posé la question par applaudissement. Il y a des gens, ils ont levé la main, ils ont dit flemme. La semaine a été trop dure, frère. Génial. Bon, écoutez, ce soir, c'est la 16e édition du Samba Show. Et je suis très heureux de pouvoir jouer devant vous. Vous avez quand même des origines un petit peu bizarres, puisque vous déclarez, non, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, que vous avez un père turc, russe, oui, c'est ça, et une mère indienne, chinoise et du Mozambique. C'est ça. Alors, et que bien sûr vous êtes un métis. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Alors, tout est vrai. En fait, à La Réunion, il y avait plusieurs colonies parce qu'en fait, ma mère, elle est réunionnaise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'origine mozambicaise, indienne et chinoise, puisque là-bas, en fait, il y a une grande mixité. C'était une terre fertile avec les minéraux des volcans. Donc, les colonies ont déporté différents peuples ici, justement, pour travailler pour les colons. C'est ce qui fait que ma mère, elle est autant mélangée. Et puis bon, mon père, il est d'origine turque et russe. Et c'est ce qui fait que je suis là, en vie. Alors, cette multitude de racines, Ouais. dans vos spectacles, parce que vous êtes humoriste. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Ouais. Ça, c'est important. Hein. Vous parlez beaucoup de ce métissage, hein, de ces côtés positifs et de ces côtés peut-être aussi négatifs. Alors, vous racontez un petit peu le métissage. Pour vous, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Pour moi, le métissage, c'est important parce que c'est une ouverture d'esprit, c'est plusieurs cultures, c'est du patrimoine. Et c'est aussi ce qui fait, je trouve, la beauté de ce monde, la richesse, et ce qui fait que les gens peuvent évoluer en rencontrant d'autres personnes, d'autres cultures. C'est comme ça aussi qu'on se nourrit soi-même. Et je pense qu'on peut devenir une meilleure personne avec une bonne ouverture d'esprit. Et je pense que le métissage est signe d'ouverture d'esprit, en tout cas. Alors, comme vous êtes un humoriste, vous avez de l'humour, normalement. Normalement. Donc, vous vous déclarez non pas citoyen du monde, mais citoyen du tiers-monde. Bon. Ouais, c'est ça. Même si la Réunion, c'est pas tout à fait le tiers-monde. Non, 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 c'est sûr, c'est pas tout à fait le tiers-monde, non. C'est ma manière d'aborder les choses, de sensibiliser le public qui se tient face à moi, faire naître des rires également, parce que c'est vrai que tout ce qui est citoyen du monde, c'est une expression qui est plutôt connue, un petit peu, on va dire, comment dire, hippie. Et je trouvais ça rigolo d'en jouer en faisant une association entre mes 5 origines et dénoter, on va dire, juste à côté de ce que c'est que véritable cette expression, un citoyen du monde. Voilà, moi j'ai décidé d'être un citoyen du tiers-monde et de le revendiquer, d'être fier de tout ça. Alors, vous dites, quand vous faites de l'humour en scène, hein, Ouais. vous dites que vous n'êtes pas un humoriste engagé. Alors, quand on regarde votre spectacle, par rapport au racisme, par rapport au métissage, c'est plutôt quand même engagé. Oui, alors c'est vrai que c'est plutôt engagé. Si je dis ça, je pense que c'est aussi pour pas être pompeux pour la personne qui se tient face à moi, pas qu'il ait la sensation d'être face à une personne qui va lui faire la morale, lui apprendre à vivre, parce que personne n'aime recevoir des leçons. Et donc du coup j'essaie de le prendre à contre-pied, mais c'est un peu comme quand on dit je suis pas raciste, mais là c'est moi, je fais pas l'humour engagé, mais voilà, il y a toujours un petit truc derrière ce petit mais qui est juste après la phrase d'avant, qui est là pour nous dédouaner de ce qu'on va dire, quoi. Voilà, pour prendre du recul. Alors, à part ce côté métissage, dans vos sketchs d'humoristes, Oui. est-ce que vous avez d'autres thématiques? Parce que le métissage, ça prend, dans ce que j'ai vu, hein, Oui. bon, ça prend beaucoup de... Est-ce que vous avez d'autres thèmes? L'amour, le sexe? Oui. Hein, il me Oui. semble, hein. Oui. Oui, j'ai l'amour, j'ai le sexe, j'ai des choses qui parlent. J'essaie de trouver des sujets qui parlent aux gens, mais j'essaie surtout de partir de moi. Après, c'est vrai que le métissage, c'est vraiment mon sketch vitrine, c'est celui que je mets en avant. Et à côté de ça, oui, j'ai un sketch sur une rupture amoureuse que j'ai vécue, j'en parle avec humour et voilà, j'essaie d'amener les gens à une nouvelle vision de la rupture, on va dire. Et avant aussi, bon, vous parlez que, puisque vous êtes métisse, donc vous êtes un peu noir, hein, Exactement, à 50%. Voilà, et un peu blanc aussi, Exactement. noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Et donc, comme vous êtes noir, bien sûr, vu les stéréotypes qui
sont diffusés partout, Ouais. ah ben, les filles, elles se disent, oh là là, je vais avoir un super mal. Exactement, ouais. Et apparemment, d'après ce que vous dites, bah, vous faites le travail, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà, on fait le boulot, hein. Vous faites le boulot, mais elles sont un peu déçues quand même. Hein, quand même. Hein. Quand même, Ah, quand même. quand même, quand même. Oui, bah c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, hein. On a tous des clichés, et justement, c'est vrai que c'est le propre de ce sketch, c'est je sais d'en parler, de dire où est-ce que ça peut nous mener, s'il y a d'autres personnes comme moi qui sont métisses et qui ont déjà reçu ce type de stéréotypes, qui se disent bah non, bah il en parle pour moi, il en parle pour moi, ça me fait rire, ah c'est génial quoi, je suis pas tout seul. Voilà, voilà, donc ouais, c'est sûr que bah il y a des clichés partout. Voilà, c'est sûr que le Superman, je peux l'être, mais pas sur cette Superman qualité. noir, bien membré et qui donne beaucoup de plaisir, vous pouvez l'être, mais des fois, voilà. quand même, pas toujours. Non, c'est ça. C'est pas toujours. Oui, ça arrive des fois des moments un petit peu, on est dans le down, hein, comme tout le monde. Après, généralement, je suis quelqu'un d'attentionné, donc à ce niveau-là, sans trop m'étaler, c'est quelque chose auquel je prends à cœur. Et c'est important pour moi de satisfaire tout le monde. Et mais non, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas 26 cm. Voilà. Alors, bon, chez vous, quand on vous regarde, bon, vous dites, j'ai des lunettes, donc je parais bien blanc, hein, voilà. Bon, Ouais. vous n'avez pas la peau très colorée. Pas trop. Bon, le seul petit truc qui marque, hein, mais qui ne vous fait pas arrêter par les flics pour un contrôle d'identité, c'est les cheveux. Exactement, ouais. Les cheveux, c'est important. Les cheveux, c'est important, c'est vrai que c'est les cheveux du sud, hein, un cheveu plat, moi comme j'ai attention, enfin je le vois souvent, quand il brûle, il se frise, voilà, moi j'ai trop pris le soleil. Voilà. Donc c'est le soleil qui fait les boucles, c'est ça? Je sais pas, moi j'en rigole de cette manière en tout cas, mais c'est vrai que voilà, j'ai la peau mélanimée du soleil. Vous avez la peau... Ouais, votre peau elle est un peu bronzée, mais bon, exactement, ouais. Hein, c'est pas une peau de noir déjà. Voilà, non, c'est sûr. Mélanimé, 50%. Encore une fois, j'ai les cheveux du black. Du black. Mais voilà, le sourire peut-être, je sais pas, ça dépend ce que l'on entend. Mais sinon, ouais, 50%, un pied dans chaque plat, quoi. Ouais. Alors, on va faire un petit peu le tour de votre vie. Donc, votre mère est de La Réunion. C'est ça. Et donc vous avez vécu à La Réunion. Comment vous êtes arrivé ici? Alors moi, je suis arrivé ici à Vénissieux dans un hôpital dans le 69. Non, j'y suis jamais allé. À La Réunion encore. J'aimerais bien y aller. J'irai certainement dès que je pourrai. Je vous le conseille, hein. Ah, ok. Ah bon bah dans ce cas, j'irai. Moi, je connais juste la culture réunionnaise. Les plats, 2-3 mots créoles, surtout quand ma mère m'engueule. Vous allez manger une tartiflette ou je sais pas quoi, pour vous, c'est exotique. Exactement, ouais. Nous, c'est pas cuisine au fromage, nous, c'est base de riz. Déjà, à tous les plats, c'est pas la base patate ni pain. Donc oui, c'est sûr que c'est quelque chose que moi, j'ai pas l'habitude de manger encore aujourd'hui. Sauf quand je suis invité ou quoi, ma mère, elle sait le faire. Hein, parce que du coup, mon père qui est blanc, des fois, il lui demande hey, vu qu'elle cuisine bien, tu voudrais pas nous faire un petit gratin? Donc du coup, elle nous fait des gratins aussi. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai goûté ce genre de plat, à la crème, au beurre, bah, c'était une révélation. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de manger là? Voilà. C'était bon quand même? Ah oui, bien sûr. Bon. J'adore le gratin dauphinois. Bon, donc à retenir. Alors, donc vous êtes né en France? Ouais, exactement. Ouais. Donc vos parents ont quitté La Réunion pour venir en France? Ouais, ma mère a quitté La Réunion. Mon père a toujours vécu en France. Et ma mère, oui, elle est arrivée ici quand elle était plus jeune, collégienne. Donc voilà. Donc pour elle, La Réunion, c'est qu'une petite partie de sa vie? Non, c'est quand même très important parce que les Réunionnais sont très très fiers de là d'où ils viennent, sont très très fiers de leur culture, de leurs plats. Et puis surtout, elle a un père et une mère qui a vécu toute leur vie à La Réunion, si ce n'est ces 20 dernières années, donc ils sont vraiment très ancrés dans les racines. Déjà, même moi, j'y accorde une importance particulière, pourtant je suis jamais allé. Alors ma mère, elle en accorde encore une davantage. Elle ne nous bassine pas tous les jours avec La Réunion, comme bon nombre de Réunionnais, notamment mon grand-père, mais c'est quelque chose d'important pour elle, les racines. Ouais, c'est quelque chose de... On est fiers de ça. Donc vous naissez en France,
vous vivez en France, vous faites vos études en France, Ouais. et vous arrivez à Châlons, comment? Pourquoi? Je suis arrivé à Châlons avec mes parents, voilà, ils ont déménagé. Et puis j'atterris sur Châlons, voilà, suite pour des raisons du travail de mon père. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Chalon-sur-Saône. Il y a combien de temps que vous êtes arrivé? Ça fait 9 ans. 9 ans que j'habite à Châlons. Après, je connais Châlons depuis plus longtemps puisque j'habitais à Tournu à l'époque, donc une petite ville à côté encore. Et je faisais de l'aviron à Châlons, donc tous les mercredis, tous les samedis, on allait à Châlons pour le sport. Donc vous êtes un humoriste métis, noir et blanc et sportif. Exactement, j'aime bien garder la forme. Je trouve que c'est important pour le métier qu'on fait, ça demande de l'énergie, de faire rire, d'attirer les gens, d'être magnétique pour les amener en fin de compte à une chute où tout le monde va se réunir sur un même rire et ça demande beaucoup de forme, de mise en forme. Je pense que c'est important de garder la forme. Donc vous passez le bac naturellement Voilà. comme beaucoup de Français. Exactement, ouais. Et après, vous faites quoi comme choix pour votre suite de vie? Alors moi, je voulais directement partir à Paris faire du théâtre. Du théâtre. À 18 ans, je voulais, c'était quelque chose que je voulais. Mes parents m'ont dit, fais-toi d'abord un bagage, va faire des diplômes. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Donc, mon père travaillait dans l'immobilier à l'époque, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Donc, j'ai fait un BTS profession immobilière. Et puis en fin de compte, je suis parti à Lyon pour une 3e année de spécialisation dans l'immobilier. Et j'ai rencontré une fille. Et Celle dont vous parlez dans vos spectacles ou pas? Exactement. Ouais. Ah ouais, donc il y a rupture. Exactement. Ah là là, Exactement. Donc du coup, je suis allé jusqu'au master. Voilà, 5 ans d'études dans l'immobilier. Grâce à la fille, en fait. Grâce à la fille, ouais, grâce à la fille. Moi, normalement, après ma 3e année, je voulais rentrer à Châlons. C'était plus question de théâtre, plus question de scène. Je voulais juste faire de l'IMO. Je me voyais comme un serial entrepreneur. J'étais jeune, dynamique, un peu fougueux. Et je pensais que rien pouvait m'arrêter. C'est ce qu'il faut pour l'immobilier, il faut être un peu dynamique, fougueux. Exactement, ouais, c'est ça. Et sauf que j'ai rencontré cette fille, elle voulait continuer ses études et je voulais continuer à être avec elle, donc j'ai continué. Oh, c'est beau l'amour. Voilà, puis on s'est séparés. C'est une belle histoire. La chute est moins bonne, mais l'histoire est belle. Donc vous revenez à Châlons, et donc dans l'immobilier ou dans quoi? Alors non, en fait, suite à cette rupture, c'est là que j'ai commencé le stand-up et le théâtre. J'ai voulu commencer une vie neuve. Je me suis souvenu de ce bon vieux rêve que j'avais de faire de l'humour, de faire rire les gens, de faire du théâtre également. Et donc suite à cette rupture, j'ai quitté Lyon et j'ai passé 2 années à Paris où j'ai découvert le théâtre pour la première fois et j'ai commencé les cafés-théâtres à Paris. Donc le stand-up, écrire mes premiers sketchs, mes premiers éboueurs, voilà. Genre de choses que j'ai représentées. Et donc, est-ce que vous avez fait une école de théâtre ou pas? Oui, alors j'ai fait les cours Florent à Paris. Donc, reconnu quand même. Voilà, donc oui, une école reconnue qui a un nom qui est brillant. Ouais, c'est vrai que le nom brille. Donc j'ai fait 2 années là-bas. Et après, j'ai voulu me concentrer sur le stand-up et pour faire des économies, je suis rentré à Châlons, là, cette fois-ci. Ah oui, parce que maman était là pour... Exactement. Pour accueillir l'enfant. Et les bons petits plats. Et donc, vous continuez le théâtre au conservatoire, c'est ça? C'est ça, oui, je suis au conservatoire de Chalon-sur-Saône. Donc voilà, je suis à ma 3e année de théâtre, du coup, avec ces 2 années au cours Florent et cette année supplémentaire qui vient s'ajouter, donc au conservatoire de Chalon-sur-Saône, qui est un très bon conservatoire. Honnêtement, on est vraiment bien entouré. C'est quand même bizarre parce que quand on pense conservatoire, on pense musique, danse, c'est vrai, chant choral, c'est vrai, mais pas théâtre. Oh, on y pense moins. C'est vrai que dans l'esprit des gens, il y a un peu moins ça. Et pourtant, on est aussi présent. Voilà, c'est un art qui est aussi défendu dans les conservatoires. Alors nous, c'est sûr que par rapport aux classes de danse ou dans les grosses villes, en théâtre, où vraiment au cours Florent on était 25, là on est 9. Donc on a le temps de passer sur le plateau, de travailler des choses, tester, se faire reprendre par les profs et s'améliorer. Et donc ça nous fait vraiment, je trouve ça nous permet d'évoluer, d'être à l'aise. Alors, faire du théâtre, on voit des scènes de théâtre, des pièces. Ouais. Et pourquoi avoir choisi une particularité qui est l'humour? Pourquoi?
Vous auriez pu aller faire des pièces de je sais pas qui, enfin, des pièces de théâtre. Pourquoi l'humour? Eh bien, ce que j'aime faire rire. Vous aimez bien rire aussi? J'aime beaucoup rire. Ouais. J'aime beaucoup rire et j'aime faire rire et ça me fait du bien de faire rire. Ça me soigne, j'ai l'impression, c'est une espèce de pommade. Voilà. Et j'aime rire aussi, oui, ça me fait du bien. C'est comme si je me passais une double dose de pommade. Je te fais rire, je rigole. Voilà, je suis bien. Alors, est-ce que vous êtes déjà produit sur ce qu'on va appeler, entre guillemets, des grandes scènes en tant qu'humoriste? Alors, j'ai déjà joué, la plus grosse salle que j'ai faite, il y avait 220 personnes. C'était le théâtre de Bourges, lors d'un festival d'humour. Et donc c'était la première fois que je jouais devant autant de monde. Donc c'était vraiment un très beau théâtre à l'italienne, fauteuil rouge, régie, loge. C'était la première fois que j'avais une loge. C'était incroyable. Et il y a eu d'autres moments comme ça où il y avait du monde, où il y avait un décor, parce que bon, on est ici à Châlons, on a le Piccolo par exemple. Est-ce que vous avez joué dans d'autres scènes, sur d'autres scènes? Oui. Alors j'ai fait plusieurs premières parties, j'ai fait quelques premières parties où là je bénéficie d'un public qui n'est pas le mien. Donc c'est dans des plus grandes salles. La semaine dernière, j'ai joué pour la première partie d'un humoriste. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Sébastien Marx. C'est un Américain qui fait du stand-up en France. Et donc là, c'était une salle de 200 personnes également. Donc j'ai fait sa première partie, il m'a fait confiance, ça s'est très bien passé. Le public a bien rigolé et j'ai vraiment passé un moment exceptionnel aussi. Alors vous n'avez jamais fait de pièces entre guillemets classiques? Alors si, en pièce classique, c'est au travers du conservatoire que j'en ai fait. Donc on avait une représentation. Donc c'est sûr que là c'est un spectacle de conservatoire, donc il y a moins de monde, il y avait 50 personnes, c'était les parents, les cousins, les copains, voilà c'est ça. Et donc c'était Electre de Sophocle. D'accord. Voilà. Et ça vous botte ou ça vous botte un peu moins? Ça me botte énormément. Ouais, ça a l'air. Ouais. C'est génial. Ouais. Moi j'avais la chance de jouer le rôle d'un messager, on va dire. Qui est le rôle de l'esclave qui vient colporter une rumeur au sein d'un château, d'un palais pour que le héros rentre et tue tout le monde. Et donc du coup il a fallu que moi qui aime bien raconter des histoires un petit peu fabulées, grandir les traits, etc. Donc voilà, j'avais ce rôle là et je racontais une épopée. Voilà, un peu comme un journaliste sportif. Hey, le cheval numéro 5, nanana, qui prend la tête. Et voilà, donc c'était vraiment une belle expérience. C'était très intense, très intense. Mais votre envie actuelle, c'est d'être humoriste. Oui. Et donc pas comédien. Actuellement, humoriste. Après, je pense que l'humour, c'est une voie aussi de la comédie, à l'acting, et je ferme pas la porte. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'appelle aussi. C'est juste que c'est plus simple pour moi d'évoluer en tant que comédien humoriste dans un premier temps, à écrire mes propres sketchs et à trouver mes propres scènes, puisque là je dépends de personne, il n'y a pas une production qui veut la tête du moment ou telle personne qui a telle expérience. Moi je fais mon expérience directement tout seul, face à un public. Donc je me confronte, je me mets face à un danger et je pense que ça c'est des choses qui pourront m'aider aussi pour la comédie plus tard. Théâtre, cinéma? Théâtre, cinéma, ouais. Enfin, le grand jeu. Exactement. Ouais. Bah oui, on joue carte sur table, on joue toutes les cartes et on pioche. Alors, je vous ai vu lors d'un stand-up. Qu'est-ce que c'est qu'un stand-up? Ça veut dire quoi? Alors, le stand-up, ça vient des Américains. Ah là, c'est très mauvais. Là, actuellement, tout ce qui est américain, on arrête. C'est sûr, surtout en ce moment-là. Avec Trump et Elon Musk, là, on arrête. Les deux, là, ouais, c'est sûr. Bon, alors c'est quoi ce stand-up? Alors le stand-up, c'est des gens qui décident de prendre un micro face à une foule, face à un public, et de divertir. Voilà, durant des formats entre 5 et 10 minutes, quand on n'a pas de spectacle. Voilà, si on a 10 minutes, c'est déjà un bon timing offert, puisqu'on est en moyenne dans des shows de stand-up, en tout cas ceux que j'organise, on est entre 4 et 6. Donc du coup, on joue entre 15 et 10 minutes chacun, voilà, sur un show global d'1h30, voilà, avec la chauffe, la déchauffe au début et à la fin que je m'occupe.
Donc ces humoristes, c'est des humoristes, c'est pas des gens comme ça qui viennent frapper à la porte, je veux passer en scène. C'est des gens dont c'est entre guillemets le métier. Non, c'est des gens qui ne sont pas de métier humoriste, ce sont souvent des gens qui font ça à côté en tant que passe-temps. C'est plutôt la poursuite d'un rêve, on va dire, je pense. Là, par exemple, la dernière fois, il y a une personne, elle est sur les chantiers. Voilà, il y a des chômeurs aussi, il y a de tout. Il y a des étudiants et voilà, il y a des gens qui font de l'immobilier, par exemple. J'avais un collègue l'autre fois qui était agent immobilier également. Donc non, en fait, c'est des gens qui travaillent et qui, à côté de ça, le week-end, se disent humoristes et montent sur scène. Voilà, c'est la double vie, quoi. Comme Batman, de jour, on est ici et la nuit, tata. Voilà. Ah, donc, vous avez fait un stand-up vendredi à Châlons. Exactement, ouais. Au bar du Palais. Exactement, devant 40 personnes. C'est ça, ouais. Et il y avait, hors vous, 4 humoristes. C'est ça. C'est ça. Il y avait hors moi 4 humoristes, donc on était 5 au total. 5 au total devant un public de 40 personnes. Donc c'est un public qui est déjà, on va dire, intéressant pour tester des blagues. Une blague sur 30 personnes, si elle fonctionne, on s'en rend compte. Alors que si elle fonctionne face à un public moindre, comme les scènes à Paris où des fois on a entre 4 et 10 personnes, sans parler des humoristes qui sont dans la salle, on n'a pas forcément le retour réel de la chose. On ne peut pas prendre de recul, on ne sait pas. Mais c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont habitués à ce type de spectacle ou comme ça par curiosité? Plutôt de la curiosité. Globalement, c'est plutôt de la curiosité dans les villes hors Paris. Donc à Châlons? Ouais, Chalon-sur-Saône, c'est que de la curiosité. Il y a quand même un public qui commence à se faire sur Chalon-sur-Saône de stand-up, des têtes que je revois, que je vois un coup, puis je les revois après, et ils reviennent, et avec du monde, des amis, de la famille. Donc ça plaît bien. Ça plaît bien. Donc là, il y en avait 4, vous les connaissiez? Vous avez déjà vu leur spectacle ou pas? Oui, je les connaissais. Moi j'aime bien jouer avec des gens que je connais, des gens avec qui je m'entends bien, mais le plus important c'est de trouver des gens volontaires. Parce que il y a des gens qui veulent faire du stand-up, il y a des gens qui se produisent. Mais comme toute personne qui se montre sur scène, elles ont énormément besoin d'attention et des fois elles sont désagréables. Donc je préfère jouer avec des gens que je connais plutôt que juste la personne qui a déjà, on va dire, un spectacle, peut-être sans dire qu'elle soit connue, mais qui se prend pour quelqu'un d'autre. C'est bon, en fait, il n'y a personne qui est connu. On est tous là ensemble, on est des humoristes, il y a des gens ils ne connaissent même pas, on va être payé au chapeau, on est personne. Donc faut pas commencer à... Oui, à faire payer 50 € l'entrée. Voilà, c'est ça, ou à dire oui, mais moi ça m'arrange de passer... parce qu'il y a un ordre de passage aussi dans le stand-up, la première personne c'est un peu la place du mort, c'est... Voilà, c'est, on va dire, c'est la préliminaire de la soirée, les autres, il y aura le terrain qui sera déjà un petit peu en place, ce sera entre guillemets plus simple de s'immiscer et d'exposer son monde, ils seront déjà en immersion. La première personne, c'est important, c'est elle qui lance le truc. C'est les mauvaises, il y a des gens qui s'en vont. Alors, les gens s'en vont pas tout de suite. Ouais, ils attendent. Ils attendent un petit peu, ils disent bon c'est le premier, mais ça casse le rythme, ça casse leur entrain indirectement. Moi par exemple je fais maître de cérémonie sur mes propres shows, donc j'organise et aussi après tout ça, distribution de fly, annonce sur internet, je présente le show. Donc là, cette présentation, c'est avant la première personne. Et là, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus risqué, je trouve, parce que on n'a pas de texte à ce moment-là. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Certaines personnes doivent en avoir. Moi, j'y vais vous improvisez ou vous avez déjà quelque chose de préécrit? Ou c'est de l'improvisation? C'est vraiment de l'improvisation. Ouais, par rapport aux métis, par rapport à la mer, ça c'est... Ça c'est écrit. Ça c'est écrit. Ouais, ça c'est la partie écrite. Mais après vous improvisez en fonction des gens. Exactement, ouais. Début du show, ouais, c'est improvisation, rencontre du public, je discute. Voilà. Et j'essaye de trouver des blagues en fonction de ce que la personne va me dire, ce que la personne à gauche va me dire. Là, je vais essayer d'établir des liaisons entre les deux pour réunir le public. Et tout ça, c'est vraiment une mécanique mentale, moi, que je maîtrise pas encore. Je suis en apprentissage à ce niveau-là. C'est quelque chose de neuf, mais j'essaye de toujours donner de l'énergie, en tout cas pour récupérer ma maladresse à ces moments-là, parce qu'il y en a.
Donc vous avez monté combien de stand-up depuis ce week-end, donc vendredi on était à Châlons et dimanche on a fait 2 dates à Dijon. Samedi on a fait 2 dates à Dijon. Je crois qu'on est à la 20e hein, déjà. Ouais, 20e, c'est ça. Ouais, c'est la 20e. Et donc avec des autres humoristes différents à chaque fois. Exactement, ouais. Il y a vous, Monsieur Loyal, en humoriste, plus ça. des autres gens que vous faites venir. Exactement, ouais. Pour l'instant, j'ai fait que des shows avec d'autres personnes. Ouais. Et est-ce qu'il y a toujours eu un humoriste qui est toujours là dans ce qu'on a vu vendredi? Est-ce qu'il y en a un qui est permanent? Voilà. Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de. Vraiment, c'est à la portée de qui a envie, qui est volontaire. Alors, il y a des gens avec qui j'ai plus l'habitude de travailler. Il y a des gens, je leur propose tout le temps de participer à ce genre d'événements. Parce qu'on s'entend bien. Donc forcément sur ça me va chaud, sur mes shows de stand-up, il y aura des personnes, si vous venez un coup, il se peut que vous les revoyez après. Voilà, parce que on s'apprécie et j'aime bien travailler avec des gens que j'aime bien. Donc le show s'appelle Ça me va. C'est ça, c'est le Ça me va show. Ah, Ça me va chaud, pourquoi Ça me va chaud? Alors parce que je m'appelle Ça me va, c'est mon nom de scène. Et je voulais et pourquoi ça me va Parce que ça me va? Exactement, tout simplement, ouais, c'est parce que ça me va. Voilà. Ça me va bien comme voilà. Exactement, c'est ça. D'accord. Puis je m'appelle Samuel de prénom. Oui, donc il y a quand même un petit bout de. Il y a le Sam, et à côté il y a mon nom de famille, donc Valency. Tac. Ouais, donc c'est facile. Ça me va, c'était facile. Moi, c'était réfléchi là. Non, c'est facile ça. Voilà, c'est ça. Et puis il y a peut-être un petit côté mégalo aussi. Qui se dit oui, tout le monde emploie l'expression ça me va, et c'est vrai que ça me permet en fin de compte que des gens parlent de moi, mais pourtant ils me connaissent pas. Donc vous avez un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Thread, un compte ou pas? Oui, alors moi je suis présent sur Instagram. Pas Facebook? Pas pour l'instant Facebook, c'est du boulot les réseaux sociaux et c'est vrai que je me maintiens à Instagram, j'arrive sur Facebook là depuis peu là, donc il n'y a encore vraiment rien de défini, c'est juste je republie des choses sur mon compte personnel, mes stories, en gros mes actualités du Ça me va chaud. Mais sinon si vous voulez me trouver sur Instagram, je m'appelle Love Ça me va, L-O-V-E. Love ouais. L'amour encore. Exactement. Alors j'ai trouvé dans le spectacle de vendredi, bon après vous n'êtes pas responsable de ce que disent les autres humoristes, hein, oui. Parce qu'ils répètent pas devant vous. Bien sûr. Vous ne cautionnez pas leur spectacle. J'ai trouvé quand même que c'était très sexuel. Alors... Est-ce que le sexe fait rire, hein, fait avoir des émotions, etc. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Mais là, j'ai trouvé que c'était très très sexuel. Ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est sexuel. Hein. Le stand-up, je pense, pas à tous les coups, pas systématiquement. Mais c'est vrai que tout ce qui est tabou, ça fait rire un petit peu plus les gens parce qu'on n'en parle pas. Et les stand-up, les soirées stand-up, c'est le moment de parler un petit peu de tout ce qui est tabou, tout ce que les gens pensent, mais ne disent pas tout haut. Et les stand-uppers, voilà, on va dire que c'est un peu les héros qui sont là pour choper la pensée du public et leur dire voilà, je sais ce que tu penses et j'en parle devant tout le monde. Et c'est ça qui va divertir, qui va faire rire. Alors oui, le sexe, ça revient souvent. Parce que je pense que c'est depuis toujours, hein, ça a toujours fait rire. Hein, un cul, des nichons, une bite, c'est... Une bite de noir, surtout. Ou de métis. C'est ça. Ça amuse. Est-ce qu'il y a d'autres tabous? Bon, le sexe est tabou, mais ça l'est de moins en moins quand même, on va le dire, depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a d'autres tabous qui sont abordés lors des stand-up? Oui. Il y a par exemple la politique, enfin je sais pas, moi c'est quelque chose, je suis pas vraiment dedans, mais voilà, par exemple une blague sur le président, normalement, enfin dans ma façon de penser, c'est quelque chose qui de base ne se fait pas. Aujourd'hui ça se fait beaucoup, mais dans ma façon d'être en tout cas, moi je suis un peu déconnecté de tout ça. Voilà, il y a tout ce qui est politique, il y a aussi
le racisme, voilà. Vous en parlez du racisme, vous, au début? Ouais, moi j'en parle beaucoup, ouais. Ça m'amuse énormément. Bah oui, c'est un peu normal. Hein. Ouais. Vous êtes un acteur et quelqu'un qui vit ça. Hein. Ça m'arrive d'en vivre de moins en moins en grandissant. C'est surtout quand on est plus jeune que ça arrive, parce que les enfants sont ce qu'ils sont. Hein. Ils comprennent pas forcément tout, ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. C'est des mots que l'on entend à la maison, que l'on répète à l'école. C'est des choses que l'on subit. Mais moi, ça m'a fait un bon sketch. mais vous, dans votre enfance, hein, est-ce que vous avez... parce que bon, un petit peu. Quand dans vos sketchs, on a l'impression que votre mère, elle est vraiment noire, que votre frère, il est noir, Ouais. et que votre cousin, il est noir, Ouais. et que bon... Vous n'êtes pas noir, je pense Non. que votre mère, elle n'est pas noire non plus, elle est réunionnaise. Oui. C'est un point peut-être un peu plus... Bah, je dirais café. Enfin, un café sombre, un café noir quand même. Oui. C'est sûr que elle a un taux de mélanine qui est moindre que certaines autres personnes, voilà, qu'un Congolais ou un Sénégalais, c'est sûr. Parce qu'elle aussi, elle a un métissage de son côté avec l'Inde, la Chine, voilà, le Mozambique. Du coup, on va dire, c'est une espèce de ces trois couleurs, quoi, de tout ça. Et est-ce que vous avez subi du racisme dans votre enfance à l'école primaire, au collège, au lycée? Oui. Oui, quand même. Ouais. Malgré votre couleur de peau qui est presque anodine. Oui, c'est ça. Bah oui, j'en ai subi. Dans mon petit village de 600 habitants, je me souviens un coup, c'était carnaval. Alors ça va être rigolo. Il y avait Kirikou qui venait de sortir au cinéma. Ça m'amuse. Et donc le jour du carnaval, les maîtresses se sont toutes fait blackface, le rouge à lèvres, etc. qui dépassait des lèvres, le boubou, etc. La grosse poitrine. La grosse poitrine, ça parlait avec des accents, c'était n'importe quoi. Moi j'étais en CP et je sentais qu'il y avait quelque chose, j'étais enfant, hein, mais je sentais quelque chose qui était mal à l'aise. J'étais pas à ma place. Je me disais, parce que je me suis dit, mais ce qui se fout de ma mère, tu vois, ma mère elle est pas comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Voilà, je pense que c'est la première action que j'ai vécue, ouais. Mais est-ce que vous avez vécu des choses plus graves? Parce que bon, là, c'était... Oui, il n'y a pas une atteinte. C'était bon, c'était un contexte différent, hein. Peut-être Oui. que c'était pas voulu, c'était pas par rapport à vous. Non, puis c'était à l'époque, hein. Le blackface, c'était pas comme maintenant. Oui, hein. maintenant, c'est... Ouais, c'est sûr. C'est Même, sûr. C'est très sûr. polémique. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que même à l'époque, si j'ai senti quand même une sensation de malaise, c'est que déjà qu'il y a quelque chose qui ne devait pas être fait quand ça a été fait. Mais c'est vrai que dans le sens où c'est pas du racisme destiné. Voilà, c'était pas pour te piquer toi, pour ce que tu es. C'était vraiment maladroit. Général. Oui, c'était maladroit. Je pense, sincèrement, c'était une très bonne école en plus. S'ils y avaient pensé, ils auraient pas fait ça. C'est certain. Après, oui, sinon, au collège, les gens sont vaches. Par exemple, je dis dans mon sketch que je ressemble à un arabe. Ça m'arrive de subir du racisme anti-arabe, par exemple. D'en subir au collège, beaucoup. Après, moi, encore une fois, le racisme, ça ne m'atteint pas. Je veux dire, ça me glisse dessus, littéralement. Je veux dire, c'est... Est-ce que ça vous a rendu plus fort? Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, je ressens plus la moquerie. Vraiment, je suis immunisé face à ça. Le regard des autres par rapport à ma différence, mais ça me coule dessus. Alors que pour certains, je pense que c'est encore quelque chose de très tendu. Mais moi, voilà, que ce soit dans le racisme ou sur d'autres sujets, c'est quelque chose qui les atteint. Moi, ça m'atteint pas. Ça m'atteint pas. Pour moi, c'est juste de la lourdeur. C'est non avenu. C'est pas le bienvenu. C'est quelque chose qui ne va pas me mettre mal à l'aise pour autant, mais ma vie, elle va se lever le lendemain matin, je vais me coucher le soir sans me dire putain, aujourd'hui j'ai vécu ça, quoi. Alors, quelle est la suite de votre vie? Finir votre cours au conservatoire dans la section théâtre, 3 ans d'études théâtrales, et ça. Après ça, bientôt. C'est bientôt, hein, c'est sûr que c'est demain. Voilà, je suis en train d'écrire un spectacle. Un spectacle d'humour? Oui, un spectacle d'humour où je serai un seul en scène. Un seul en scène. Là, pour l'instant, je fais des shows où on partage la scène à plusieurs. Ouais. Le but, c'est d'avoir son propre one-man show
et de pouvoir se produire dans des petites salles, tester ses blagues à l'unanimité, vérifier qu'elles fonctionnent toutes une par une et passer vraiment au peigne fin et après accéder aux plus grosses salles. Mais il y a une thématique dans ce que vous écrivez ou c'est des sketchs bout à bout? C'est plutôt l'histoire de ma vie. Ah, ouais, c'est l'histoire de ma vie. Le métissage, le racisme, ça fait quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Cette rupture dont je parle sur scène, ça fait partie de moi. Ça a marqué quand même cette rupture. Hein. Ah ouais, bah, c'est ce qui a fait que j'ai commencé le stand-up. Donc ça a eu un côté positif. Quand même. Exactement, ouais. Comme quoi, hein, c'est ça. C'est toujours du positif et du négatif. Ouais, c'était la fin d'une page, le début d'une nouvelle. Et honnêtement, sans cette rupture, je pense pas que j'aurais voulu tenter cette aventure. J'étais bien dans mes petits chaussons avec ma petite femme. À vendre mes petites maisons, c'est ça. Louer des appartements. Exactement, non. Dans le Grand Lyon. Voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose de dire de plus ou pas? Eh bien, on peut rester connecté sur les réseaux sociaux avec le Sam Va Show. Et très bientôt, je vais avoir un show donc, aux ateliers du cinéma à Beaune. Donc les ateliers du cinéma à Beaune, voilà, c'est le Sam Va Show. Et là, on se retrouve le 26 avril dans une salle énorme de 200 personnes avec une vraie régie, une vraie scène, des vraies conditions exceptionnelles. Et donc du coup, voilà, on compte sur vous pour remplir cette salle. 200 places. Les places vont vite se remplir. En tout cas, on espère. Et donc autour de... Bon, il se passe quoi? C'est un festival de cinéma? Non, c'est pas un festival de cinéma, c'est les ateliers de Claude Lelouch qui ont tendance à tendre la main à des jeunes artistes. Et donc du coup, ils ont accepté de me tendre la main, de me faire confiance là dans cette belle salle de 200 personnes. Voilà, donc là, vous êtes tout seul? Non, on sera à 6. 6 humoristes. Et j'avais déjà fait un show avant là-bas, dans la petite salle des ateliers de cinéma. C'était un carton plein, les Beaunois ont adoré. Et donc voilà, maintenant ils me font confiance pour la salle d'après. Voilà, c'est la salle du boss, comme dans les jeux vidéo. On y va, let's go. Et sur Instagram, c'est uniquement des informations sur vos spectacles ou est-ce qu'il y a des sketchs que vous mettez sur Instagram et vous attendez un peu le retour des gens? Alors, sur Instagram, je publie des sketchs, mais c'est tout ce qui est partie improvisation. Pour l'instant, je garde en off mon spectacle pour que les gens, quand ils viennent me voir, ils aient la surprise de ce que je peux faire sur scène quand c'est écrit. Pour l'instant, je cherche juste à publier des improvisations sur scène, les meilleures bien évidemment. Hein. Et puis aussi, je publie des vidéos rigolotes voilà, sur des actions du quotidien. Je sais pas, un pain au raisin, tu crois que c'est une brioche chocolat, des conneries. Voilà, où les gens vont se dire putain, mais moi ça m'est déjà arrivé, ça c'est marrant en fait. Oh, bah, je l'aime bien ce gars, ça me permet de développer une communauté sur les réseaux. Plus la communauté est grande, plus on peut accéder à des belles salles. Et le but, c'est quand même de remplir des grandes salles hein, à terme. Donc j'ai besoin de ça pour exister aussi là-dessus. Alors vous écrivez vos sketchs. Oui. Hein, donc est-ce que vous avez envie un jour d'écrire un livre? Est-ce que le côté écrivain, hein, on a le côté comédien, hein, de théâtre, voire de cinéma, on a le côté humoriste. Est-ce qu'il y a un côté écrivain chez vous? Oui, il y a un côté écrivain, quelque part. Je pense que chez tout humoriste, d'ailleurs, il doit y avoir un côté écrivain. Je pense que c'est nécessaire pour présenter de la matière sur scène. Et oui, j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup la gratouille, j'adore ça. J'adore écrire. C'est quelque chose... j'entre dans un monde... qui est totalement déconnecté de la réalité et il y a un côté noble aussi que j'aime dans l'écriture. Donc Sam Va Show fera un jour un livre, peut-être? Peut-être. Pas un livre d'humour, un livre, hein? Pas d'humour, un livre. Peut-être, je sais pas ce sera un livre de quoi si jamais j'en fais un, mais moi je suis ouvert à tout ce qui est artistique. Voilà, Et la musique, non? Pas... Je suis pas musicien malheureusement. Il y en a des humoristes musiciens. Après, je pense qu'un artiste aujourd'hui accompli, hein, il est en mesure de pouvoir tout faire. C'est le job de l'artiste. Hein. Les artistes, c'est des gens capables de tout, je pense. Et moi, je me revendique en tant qu'artiste. Donc, ça ne veut pas dire que je sais faire, mais ça veut dire que j'ai la volonté peut-être de découvrir, de tester, de prendre des risques, de me challenger. Voilà, faut juste débloquer le temps pour ça, pour le faire. Et je pense que ce qui permet de débloquer le temps, c'est la réussite déjà. Donc on verra quand tout
ça, Bientôt. c'est un succès, ouais. À moins qu'une nouvelle dame arrive et change encore tous ses projets. Non, ma priorité, c'est la scène, hein, c'est le stand-up. Donc l'amour, c'est la scène maintenant. Voilà, mon amour, c'est la scène. Et c'est ce qui me rend heureux. Moi, si je suis en couple et que je peux pas faire ça parce que je dois prioriser la femme, elle sera malheureuse parce que je serai pas heureux. Je serai De toute façon, le métier d'artiste sur scène, c'est un métier plein de contraintes. Ouais, oui, Donc, c'est un métier. Si la femme, elle attend son mari tous les soirs, elle risque quand même d'être déçue. Elle risque d'être dessus. Faut trouver la bonne, hein. Peut-être une autre humoriste, faire un couple. Ça existe. Ouais, oui, ça existe, hein. Ça existe. Non, c'est pas... c'est pas encore le but, là. Non, c'est... Voilà, moi je suis dans mon truc. Voilà, je suis dans mon truc. On souhaite que vous restiez longtemps aussi dynamique et aussi plein de vie dans votre truc. Donc ça me va chaud. Et merci beaucoup. Merci. Faites-moi une petite hola. C'est génial, c'est génial. Alors j'en profite pour me présenter, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'il y avait écrit sur mon t-shirt. Je m'appelle Samba, enchanté, je m'appelle Samba, et je suis métis, un mélange de couleurs. Ouais, c'est ça. Alors là, le monsieur, il est dubitatif. Là, on est passé de 4 lettres à 2 lettres avec O. Donc voilà, c'est x bis, x2. Et il m'a regardé comme ça. Alors on va la refaire tous ensemble, d'accord? Si je vous dis je suis métis, vous me répondez? Oh. Ouais, c'est ça. Oh. Et franchement, qui aurait cru que noir plus blanc, ça faisait arabe? Demain, tu m'invites à manger chez toi, tu vas me poser la question de savoir si je mange du porc. Alors oui, je mange du porc, par contre, faut que ce soit bon. Parce que si ça a l'air dégueu, je te répondrai que je suis arabe. La dernière fois, on m'invite à manger chez quelqu'un, on m'amène un plat au porc, je regarde le plat au porc arriver à table, la personne s'installe, elle me dit « Bon appétit !» Et là, je suis face à mon assiette, je la regarde, et je lui dis « Je suis désolé, je suis musulman. » Et là, la personne m'a répondu « Mais depuis quand tu t'es converti, mon fils ?» Moi, mon super pouvoir, c'est qu'à la cantine, à l'école, quand le plat ne me plaisait pas, je changeais d'identité. Je m'appelais Mehdi. Mais jusqu'à 14h. Et c'est là que j'ai compris le sens de l'expression « Ne cherchez pas Mehdi à 14h ». Ouais, j'étais parti en cours. Mes amis aussi étaient partis en cours. Eux, ils étaient dans une après-midi normale. Mais moi, j'étais pas dans une phase de ma journée normale. Comme je venais de changer d'identité. J'étais dans mon après-midi. Moi, je sais comment j'ai fait pour en arriver là. Je me suis posé la question, métisse, comment j'ai fait? Et je pense qu'en fait, le ventre de ma mère, c'était une machine à laver. J'ai absorbé le noir d'un côté, le blanc de l'autre. J'étais une lingette absorbante. Je suis ressorti. Merci, on peut suivre, on peut, voilà. Chacun son niveau, c'est pas parce que vous n'applaudissez pas que c'est mauvais. Merci, comment t'appelles? Comment? Merci Elodie. Merci Elodie. Donc voilà, et qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup, moi quand je suis ressorti, je pense que j'étais un Kinder. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. À l'extérieur, je t'appelle frère, je te tape des tchèques. Mais à l'intérieur, surprise, je fais du polo. Sur un cheval qui s'appelle Caramel. Tu sais, tu me vois en soirée, il y a mon côté noir qui fait que toute la soirée, je vais zouker. Mais au fond, il y a mon côté blanc qui attend juste le Madison et la Macarena. Moi, il y a un seul truc avec lequel j'ai du mal dans mon métissage, c'est mes cheveux. Mes cheveux, moi, on dirait du velcro. C'est-à-dire que tu prends des petites chaussures taille 34, tu les mets sur les côtés, ça tient. C'est Rabi Chaussures. Moi, les cheveux au vent, je connais pas. Moi, c'est simple, s'il y a trop de vent, c'est plat sur le côté. C'est pour ça que moi, je vous envie les blancs et les asiates. En vélo, vous devez avoir une de ces sensations de vitesse. Vous savez, moi, mes cheveux en vélo, c'est un filet à papillon. Mais le seul truc que j'attrape, c'est les moustiques et les moucherons. Moi, je suis beaucoup trop mélangé comme garçon. Je suis beaucoup trop mélangé. Je suis d'origine turque, russe, de par mon père, indien, chinois, mozambiquais par ma mère. Autant te dire que là, si je me tire face à vous,
c'est un hasard. Je viens de partout et surtout de nulle part. Tu connais l'expression être un citoyen du monde? Bah moi je suis un citoyen du tiers-monde. Comme garçon, voilà. La dernière fois par exemple j'ai voulu faire un passeport. Je devais partir au Maroc. Donc là-bas tout le monde pensait que j'étais marocain. Ça c'est une petite aparté. En attendant, quand j'ai fait mon relevé d'empreinte pour le passeport, ADN, pour moi, 5 origines, c'était écrit attention, danger national. Moi à ce stade mes origines c'est plus des origines, c'est le drapeau de l'ONU. Je suis un casque bleu. Mes testicules, c'est le One Piece. J'ai le trésor de la Turquie, de la Russie, de la Chine, et du l'Inde et du Mozambique. Autant te dire qu'à ce stade, clairement, j'ai un trou de texte. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Moi j'ai grandi dans un petit village de 600 habitants. Voilà, un petit village de 600 habitants exactement. Et c'était tout petit, là-bas l'exotisme il était tellement limité que dans ce village, les seuls moments où il y avait des noirs, c'est quand ma famille venait dans le village. À l'école, il y avait une seule autre personne comme moi. Mais ça compte pas trop puisque cette personne, ben, c'était mon frère. Dans le village, il y avait une seule personne plus noire que moi, mais là aussi ça compte pas trop puisque ben, c'était ma mère. En réalité, il y avait un autre noir autre que ma mère dans le village, mais là aussi, ça compte pas trop, puisque ben, c'était le prêtre. Moi, ma mère, elle est réunionnaise, elle me préparait que des plats réunionnais quand j'étais petit. Rougail saucisse, curry poulet, bonbons poudant, curry œuf, ouais, à la créole, exactement, monsieur les connaisseurs. Alors moi, les seuls moments où je mangeais exotique, c'était quand j'allais chez mes copains. Oh, le jour où j'ai découvert le gratin dauphinois. Tu sais, moi je connaissais pas la cuisine à la crème. À la crème, je connaissais pas. Tu sais, moi maintenant, quand je veux manger exotique, je vais dans une boulangerie, j'achète une quiche Lorraine. Je me souviens un coup, j'avais invité un copain blanc à manger à la maison, sauf que moi j'ai toujours tendance à rajouter une petite cuillère piment dans le plat. Et lui, il voulait faire pareil. Donc je le mets en garde. Je lui dis, fais gaffe. Maxime. C'est très, très, très fort. Il m'a répondu, t'inquiète, je mange de la moutarde. J'ai su à ce moment-là que son salut, Maxime, il allait trouver derrière la porte des toilettes, que ça allait être un temps pour lui près duquel il allait expier sa faute, qu'en sortant des toilettes, il allait faire partie des grands brûlés. Parce que le piment, quand t'as pas l'habitude, ça te prend à l'entrée et à la sortie. Le piment, s'il avait un métier, ce serait serveur. Il ferait l'ouverture et la fermeture. Et Maxime s'est dit, tiens, fais voir cette petite moutarde réunionnaise là, elle est rouge, on a la même à Dijon, ça doit être celle goût cassis. Et Maxime n'est jamais revenu manger à la maison, même pour des pépitos. Parce que le piment, quand t'as pas l'habitude, t'as pas le choix. C'est un jour férié, c'est un 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est un feu d'artifice. Nous les Réunionnais, on est habitués très tôt à manger épicé. Moi, ma mère, elle m'a tellement habitué tôt à manger épicé que j'ai constaté qu'aujourd'hui, sur le dance floor, je suis un piment. Dans le sport aussi, je cours vraiment vite et au lit. C'est pas pour me la péter. C'est pas pour me vanter, hein. Mais la dernière fois au lit, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Une tentative d'applause plus franche là. Voilà, je vais vous raconter une dernière petite anecdote. Oh putain, je commence à avoir la gorge sèche. J'ai couché avec une fille récemment, donc voilà, chose courante. Non, n'applaudis pas, s'il te plaît, n'applaudis pas. C'est quelque chose de courant dans la vie qui arrive à tout homme, à un tantinet entreprenant, d'accord? Et donc moi, je couche avec cette fille, ok? Sauf que moi, je suis métisse. Et elle s'attendait à voir mon côté noir de A à Z. Et surtout à Z. Problème de micro, et surtout à Z. Et donc elle m'a sorti cette phrase que je n'oublierai jamais. Une phrase, il aurait fallu l'inventer pour la mettre dans un film. Elle m'a dit, je pensais que t'en avais une plus grosse. Je pensais que t'en avais une plus grosse. En gros, elle, dans sa tête, c'était Vinted. Elle s'est dit, c'est la bonne couleur, mais c'est pas la bonne taille. Et je lui ai quand
même fait l'amour, et je lui ai quand même fait l'amour, et je lui ai fait l'amour bien correctement, bien comme il faut. J'ai représenté les îles, j'ai représenté les Renois, j'ai représenté le 974. J'étais en mode Zuckerlove. Et je sais que j'ai assuré. Parce qu'à un moment donné, quand on a terminé, tous les deux ensemble, elle m'a regardé comme ça, et je l'ai regardé comme ça, et elle m'a fait. C'était vraiment super. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait mal. Sauf qu'elle n'avait pas terminé sa phrase. Elle a rajouté quand même. C'était vraiment super, quand même. Quand même, quand même. Elle a quand même dit quand même. Et là, le problème, tu vois, c'est qu'on a tous des stéréotypes, des préjugés, et franchement, c'est pas grave, hein, parce que moi, là, je suis pas là pour faire de l'humour engagé, clairement, parce que je m'en bats les couilles. Mais, si tu t'en tiens au dictionnaire, j'ai remarqué que le mot noir a une plus forte consonance négative. Luri, merde, a une plus forte consonance négative. La bête noire, la tache noire, le travail au noir, l'uri noir. Et à côté de ça, t'as le blanc immaculé. Et moi, ça m'amène à une théorie qui dit que plus ta peau est sombre, plus t'as de risques de te faire contrôler par la police. Et moi, je me veux pas arrêter souvent par la police, Alhamdoulilah. Parce que je fais pas partie des 50 nuances de black les plus sombres. En plus, je porte des lunettes, et entre nous, ça a quand même tendance à franciser mon visage. Un vieux sage a dit un jour, regarde au-delà de ce que tu vois.